Hello, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est le bonheur et comment on peut faire pour travailler, pour se mettre en chemin, pour retrouver la joie, remettre du sens dans sa vie et dans son quotidien. Les hypersensibles, hyper-empathiques, on a tendance à se perdre dans les autres. Si l'empathie est mal comprise, mal incarnée, on va avoir tendance à se mettre au service des autres, à répondre aux questions des autres, à se suradapter, à entrer en relation par rapport à l'autre. Et lorsqu'on s'oublie dans l'équation, c'est là où commencent les déséquilibres, c'est là où les problèmes, les maladies peuvent survenir. La vie en général, elle va nous envoyer des signes pour nous dire c'est peut-être pas la bonne direction pour toi. Et si on n'apprend pas à écouter, on va se retrouver dans des situations de plus en plus difficiles, dans de la fatigue de plus en plus généralisée, dans des choses qui tout simplement sont déséquilibrées. Donc, le bonheur, c'est une sensation globale de plaisir chargée de sens. Et quand on a tendance à attendre que ça passe, à faire ses heures de boulot et à se dire c'est pas si grave que ça n'ait pas de sens, on est en train de participer à co-créer d'une certaine manière et à notre échelle un monde insensé. Alors, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pris la décision de chercher désespérément et partout à remettre du sens, pour retrouver le plaisir, pour retrouver la joie de vivre, pour multiplier les expériences de vie positives, tout simplement. Le, le manque de sens, c'est aussi... on a fini par croire que c'était pas si grave. Mais pour un hypersensible, hyper-empathique, c'est quelque chose de très important. On peut parfois s'entendre dire qu'on finit pas ce qu'on commence, qu'on va pas au bout de nos projets, et on finit par croire tous les regards qui ont été posés sur nous et tous ces commentaires, ces avis, ces points de vue, on finit par les accepter comme vrais tant que notre empathie est tournée vers l'extérieur. Si on arrive à tourner un peu le projecteur vers l'intérieur et à partir de soi, à écouter ce qui fait sens justement dans ce qui vient d'être dit ou dans ce qui vient d'être vécu, et à choisir de garder ce qui fait sens et à laisser tout le reste, on peut alors retrouver une direction, on peut se focaliser sur ce qui fait sens pour soi. Ce qui fait sens pour moi ne va pas faire sens pour l'autre, etc., etc. On a chacun une raison d'être unique. On est chacun, chacune venu avec une mission, quelque chose, en tout cas, euh, voilà, des valeurs qui vont nous porter, qui vont nous aider, nous faire que l'énergie passe à travers nous et faire en sorte qu'on ait envie de se lever le matin. Et quand j'avais perdu cette envie de me lever le matin, c'est qu'il n'y avait plus de sens. Et j'ai aussi observé que j'aimais pas les questions qui m'étaient posées. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu préfères la sécurité d'un CDI ou aller dans l'entrepreneuriat risqué? Est-ce que toujours faire des choix et choisir, c'est renoncer. Et on en a bien conscience. Le seul choix qu'il y a à faire à chaque fois pour retrouver du sens, retrouver de la joie et accéder à ce bonheur, c'est de se choisir, de se faire passer en priorité, d'arriver à équilibrer l'empathie à l'extérieur et l'empathie à l'intérieur, l'empathie qu'on se donne. Pourquoi on n'arrive pas, par exemple, à suivre une hiérarchie, à rentrer dans le moule? Parce que on voit les failles, on voit les lacunes du système. Ça commence très tôt avec la parentification. On va prendre en charge ce qui nous paraît ne pas être assez bien effectué, assez bien fait. Il y a récemment ma fille qui m'a expliqué d'ailleurs ce que c'est un peu ce syndrome du sauveur, notamment. Je t'en ai parlé beaucoup lors du challenge limite. Euh, le syndrome du sauveur, cette incapacité à avoir de l'empathie pour soi-même, hein, c'est d'être constamment tourné vers l'extérieur et de vouloir aider tout le monde. Et pour faire simplement, parce qu'une image vaut mille mots, elle m'a expliqué un jour que au centre aéré, dans son imagination, elle a un badge. Et ce badge, ça lui permet d'aider les animatrices à s'occuper des plus petits. Et j'ai trouvé que c'était une très belle image à vous partager pour vous montrer. En tout cas, moi, j'ai compris, j'ai ressenti, ça m'a éclairé sur comment je voyais la vie. Quand j'étais dans le syndrome du sauveur, quand j'étais dans l'empathie exclusivement envers l'autre, j'avais comme cette espèce de badge,
cette espèce de mission de réparer, de sauver, de guérir. Et je me suis perdue là-dedans, je me suis épuisée. J'étais sans arrêt au service des autres. Et aujourd'hui, je suis en train de comprendre qu'il y a un autre niveau d'empathie, une autre manière de l'exprimer. Quand tu arrives à rééquilibrer l'empathie envers toi et envers les autres, c'est de commencer à montrer la voie. Je ne vais plus aller pêcher du poisson tous les jours pour tout le monde. Je vais apprendre à leur apprendre à pêcher. Je vais montrer la voie. Je vais incarner mes valeurs. Je vais commencer par moi-même et ensuite mon énergie va changer. Mon rayonnement va changer. Mon langage non verbal va changer. Ma prosodie, ma voix, ma posture, ça va changer. Et les gens vont sentir ce petit pas de côté, ce décalage, ce changement, et vont se positionner différemment en fonction de cette nouvelle énergie. Il faut donc trouver quelque chose qui fasse sens et on a tendance à le chercher à l'extérieur. On va se comparer, on va se juger, se parler très durement. La nouveauté aussi, grâce aussi à cet accompagnement que j'ai suivi avec Sophie Clergue, je te mettrai le lien dans la description, euh, j'ai compris que l'empathie commence par soi-même, la bienveillance commence par soi-même, et que ce juge intérieur très critique, c'était toutes les voix, tous les points de vue, toutes les personnes que j'avais rencontrées qui étaient un peu rentrées dans ma tête et dans mon système. Et moi, à un moment, il a fallu faire le tri pour me recentrer. C'est ça, se recentrer, être aligné, c'est faire le tri. C'est savoir que l'autre est en train de me parler de sa vérité et comment à l'intérieur je vais reconnecter avec ma vérité pour trouver du sens dans ce qui vient de se passer. Les épreuves, les difficultés, c'est riche d'apprentissage. Soit je gagne, soit j'apprends. Et quand c'est difficile, je suis en train d'apprendre énormément de choses. Après cet accident, après ce deuil, après ce burn-out, après aussi ce licenciement, je me suis bien rendu compte que j'essayais de rentrer dans un moule et que j'allais pas pouvoir y arriver. Il a fallu faire ce deuil de cette identité que je voulais me créer et revenir à l'intérieur. Tout ce qui ne fonctionne pas avec fluidité, qui n'a pas de sens, c'est juste pour te dire, redirige de la meilleure manière vers toi, en fonction de toi, en fonction de tes priorités, de tes valeurs. Comment ce serait pour toi une vie qui vaille la peine d'être vécue? Qu'est-ce qui te donne de l'enthousiasme? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Au début, ces questions, pour moi, c'était aider les autres, contribuer. Et petit à petit, j'ai pu réussir à rajouter contribuer sans m'épuiser. M'aidez-moi pour aller aider les autres ensuite. Quand je voulais devenir coach, quand je voulais devenir une maman sécure et mature émotionnellement, c'était toujours par rapport à l'autre. Et finalement, c'est OK parce que ce chemin m'a aidé aussi à voir que tout ce que je voulais faire pour les autres, tout ce que je voulais dire à l'autre, ça ne marchait que si moi je l'incarnais. Ton message a plus de poids, ton empathie et tes valeurs profondes que tu veux absolument diffuser auront plus d'impact si tu les incarnes pleinement déjà à l'intérieur. C'est comme ça, c'est grâce à cette envie d'aider tout le monde aussi, parce que parfois, peut-être, je vous dis que le syndrome du sauveur, c'est, voilà, on s'épuise, etc. Et il y a l'autre côté de la pièce. On a appris énormément. On a vécu comme 1000 vies parce qu'on a rencontré plein de gens qu'on a tenté d'aider et de sauver. Et donc, une fois que tu connectes avec l'empathie à l'intérieur, que tu tournes un peu le projecteur vers l'intérieur, tu as des fulgurances, tu as énormément de choses qui viennent parce que tu as déjà vu, tu as déjà vécu, tu as déjà ressenti à travers les autres et maintenant ça fait sens à l'intérieur de toi. C'est pour ça ensuite que j'ai commencé ici avec le challenge limite. Tant que tu ne peux pas poser des limites saines, claires, précises, c'est que tu es encore en train de te laisser happer par l'empathie extérieure. Sophie Clergue, elle nous parle d'empathie horizontale. On va se pencher, on va aller aider les autres, quitte à donner sa sève et s'oublier. Et puis, elle m'a appris à passer dans l'empathie verticale. Je suis droite dans mon axe, je me recentre au quotidien et je vais pouvoir établir et faire des belles racines, ériger un tronc solide et enfin pouvoir donner mes fruits, contribuer sans m'épuiser.
Sans cela, je m'épuise, je me perds, je meurs. Je veux arroser les autres et j'ai plus d'eau dans mon arrosoir. Ça n'a aucun sens. C'est comme arriver sur un incendie alors que t'as pas de matériel. Voilà le code du bonheur. J'ai craqué le code. J'ai, j'ai enfin réussi à tourner le projecteur un peu à l'intérieur et à donner du sens. Et c'est ce que je propose dans mes accompagnements, c'est ce que je propose avec le challenge limite, c'est de voir à quel point on est tourné vers l'extérieur et cette empathie est mal comprise. L'empathie, elle est de plusieurs sortes. Elle est cognitive, c'est comprendre l'autre dans sa cognition. Elle est émotionnelle, c'est percevoir ce que l'autre ressent, comme si j'étais à sa place. Elle est sensorielle, c'est cette claire sentience dans son corps. Je ressens le corps de l'autre dans mon corps. Et elle est intuitive, c'est des fulgurances, c'est des bouts de vie, des images, des flashs, c'est des choses qu'on ne sait pas expliquer, mais voilà, on se connecte les uns aux autres. On croit tous au Wi-Fi, au Bluetooth sans le voir. Eh bien là, c'est pareil, c'est des sortes de connexions. Et si on n'a pas eu le mode d'emploi, eh bien effectivement, c'est un foisonnement d'informations et on ne sait pas quoi faire. Et donc, on va se mettre au service, ne sachant comment utiliser ça, au lieu de montrer la voie. Voilà pour ce que je peux dire aujourd'hui. Et c'est vraiment une compétence. C'est vraiment un don. À quel moment on nous a dit, on nous a fait croire que c'était un fardeau et que c'était compliqué? Ce n'est qu'un point de vue, ce n'est qu'un état, ce n'est qu'une croyance. Et le fait de déjà ouvrir une autre perspective sur le fait que c'est un don, c'est un cadeau, ça va faire réfléchir mon cerveau à mais en quoi c'est un cadeau? En quoi ça peut être utile? Donc déjà ouvrir cette réflexion, cette perspective permet de voir les choses différemment. Et puis savoir qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc, on l'a vu dans le challenge limite, on se sent responsable des autres parfois. Et on oublie que d'abord et avant tout, on est responsable de soi-même. D'abord et avant tout, j'ai mon humain dont je suis responsable, qui doit manger comme il faut, dormir comme il faut, respirer comme il faut. Et ensuite de là, j'entretiens mon énergie, je prends soin de préserver mon énergie et je vais, par débordement, pouvoir donner des fruits. Ça déborde de moi. C'est pas je commence à me lever le matin et à penser à ce que je vais faire pour les autres. Je commence à me lever le matin et je dois savoir à chaque instant de quoi mon humain a besoin pour le nourrir au mieux, comme s'occuper d'un Tamagotchi, pour lui donner tout ce dont il a besoin, simplement pour qu'il y ait de l'énergie à disposition pour déborder pour les autres. Mais ça commence par soi. Voilà. C'est simplement équilibré pour moi, trouver l'équilibre entre moi et les autres. Trouver l'équilibre entre servir et montrer la voie. Ici, dans ces vidéos, j'ai à cœur de montrer la voie, j'ai à cœur de t'inspirer, j'ai à cœur de te faire voir une autre manière d'être, une autre manière de voir les choses. Et lorsque je suis en coaching, je me remets au service. Je vais écouter 2 fois plus. Je vais écouter ce que tu es en train de me partager. Je vais ressentir avec toi ce qui se passe. Et derrière, je vais écouter à l'intérieur de moi ce qui a besoin d'être dit, ce qui a besoin d'être vu, ce qui a besoin d'être déployé ici et maintenant. Et il y a vraiment des shifts qui se font très rapidement. Tu vas repasser dans l'autocompassion. Tu vas vraiment pouvoir oublier ce juge intérieur très dur parce que l'amour est 100 000 fois plus fort que la haine, tout simplement, et que ça va très très vite. On m'a demandé dans la conférence de Sophie Clerc, dans laquelle j'ai eu la chance d'intervenir, je suis revenue sur mon parcours, je me suis fait accompagner en juillet 2023, on est en juillet 2025 et c'était plus du tout la même Nina. Et ils m'ont demandé combien de temps ça prend et des questions comme ça de tu sais, c'est comme quand tu attends un enfant, tu attends quelque chose, ta maison, que les travaux se terminent ou quoi. Voilà, tu as l'impression que ça prend du temps, tu as l'impression que ça va jamais arriver. Et une fois que tu es dans ta maison, une fois que tu tiens ton bébé dans tes bras, une fois que tu as ce truc-là que tu attends des temps, c'est comme si le temps n'existait plus. C'est le temps n'a aucune importance finalement. C'est des questions et des peurs légitimes du mental, mais ton cœur, ton âme, ton ventre, c'est le premier cerveau hein, pour nous les hyper
sensible hyper empathique, à mon sens, il sait déjà que tu vas t'engager envers toi-même, tu vas attaquer ce chemin. Et une fois que tu es en train de marcher, comme sur Compostelle, finalement, tu es en train de marcher, tu penses plus au temps, tu penses plus. Il y a d'autres perspectives, il y a d'autres questions qui viennent. Donc, s'il y avait une chose à faire aujourd'hui, ce serait voilà, de, d'aller voir ces questions de mais pourquoi le temps serait important et qu'est-ce qui te fait peur là-dedans, d'aller voir ce qu'il y a derrière, effectivement, mais d'ouvrir aussi d'autres perspectives et d'apprendre à raisonner de la meilleure manière qui soit. On nous pose des questions qui n'ont pas de sens depuis que je suis née. Est-ce que tu veux faire tel ou tel métier? Ou quand on est enfant, si tu pars sur une île déserte, tu préfères emmener un chapeau, une boîte d'allumettes? En fait, la question, elle a déjà pas de sens. Donc, je me mets à réfléchir avec mon empathie tournée vers l'extérieur à la question de l'autre. Je me mets à sa place, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il me demande ça? Comment je ferais et tout ça? Et en fait, la question de base ne m'intéresse pas. Donc, je suis en train de mettre de l'énergie à chercher des réponses à des questions déjà qui n'ont pas de sens. Et c'est là où j'ai rencontré cette phrase puissante, un problème bien défini est à moitié résolu. Et donc, j'arrête maintenant d'essayer de raisonner sur une question qui n'a pas de sens, un sujet qui m'intéresse pas. Voilà, si ça vient pas me toucher, m'interpeller, soit ça a du sens et j'y vais, soit ça vient m'activer, il y a une colère, une frustration, quelque chose, ou une tristesse, et là je vais voir derrière aussi, il y a un message. S'il y a un truc qui te met en colère, qui te frustre, c'est parce que derrière, il y a quelque chose pour toi qui fait tellement sens. L'autre, il est en train de te proposer un truc tellement insensé que ça t'active. Et bien là encore, c'est peut-être parce que tu es venu délivrer le message. Pourquoi ça t'active? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et hop, tu vas délivrer ton message, tu vas te reconnecter à l'intérieur de toi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça faisait sens pour toi. Si tu souhaites, je te remets le lien du challenge limite dans la description sous cette vidéo. Je te mets aussi le lien si tu veux réserver un appel clarté offert et sans engagement avec moi pour voir comment remettre du sens, retrouver de la joie et de l'énergie dans ton quotidien. Prends bien soin de toi, c'était Nina.